Merci beaucoup Romain de cette présentation et surtout merci de l'invitation. C'est pour moi un vrai plaisir d'être ici pour venir vous raconter ce que nous faisons donc au département de chimie de l'ENS au laboratoire des biomolécules. Donc effectivement, j'ai fait toutes mes études ici au lycée Gay-Lussac pour ensuite partir vers d'autres horizons. Mais pour moi, c'est un vrai plaisir de revenir. Donc moi, je suis chimiste de formation, mais je m'intéresse. Le domaine dans lequel je travaille, il est un peu à la frontière entre la chimie, la physique et la biologie, puisqu'on cherche en fait à comprendre comment fonctionnent des systèmes métalliques dans le vivant. Donc on a souvent l'impression que le vivant, c'est essentiellement de la chimie organique, mais ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que pas du tout. Il y a beaucoup de métaux dans le vivant, et surtout, les systèmes biologiques qui ont été, on va dire, ciselés par l'évolution, constituent un défi pour le chimiste, et on peut, une fois qu'on a compris comment ils fonctionnent, essayer de reproduire ces activités. Et je vais essayer de vous montrer sur deux exemples, comment on peut utiliser des métaux dans un contexte biologique. Alors d'abord, je vais revenir donc justement sur cette idée que la chimie du vivant, c'est de la chimie organique. Donc effectivement, alors on voit pas très bien, mais là c'est sur le fond orange, on a les éléments qu'on rencontre principalement dans le vivant. Donc le vivant, c'est essentiellement de la chimie du carbone, et c'est ce que nous indique le terme chimie organique qui est forgé au XIXe siècle. À partir du terme chimie des corps organisés, on obtiendra chimie organique. Donc dans la définition initiale, la chimie organique, c'est la chimie du vivant. Alors qu'est-ce que c'est que la chimie inorganique? Par définition, par opposition, ça devrait être la chimie du non-vivant. Et qu'est-ce que c'est qu'un métal? Alors l'origine du terme métal vient du mot métallum, qui veut dire mine. Donc un métal, c'est une substance qui a été extraite d'un minerai. Donc on peut le retrouver ici avec la galène. On va pouvoir former des copeaux métalliques, et puis ce sont des espèces qui sont très facilement oxydables et qu'on va pouvoir retrouver sous plusieurs degrés redox et qui vont donner de très jolies couleurs aux solutions. Et ce sont aussi ces impuretés donc inorganiques qui, sous forme finalement de dopage, vont donner leur couleur aux pierres précieuses. Alors les dérivés métalliques, depuis très longtemps, sont utilisés en interaction avec le vivant, mais donc jusqu'au XIXe siècle, on les considère comme des éléments exogènes, c'est-à-dire qu'on va les utiliser comme médicaments ou comme agents antifongiques, par exemple, un agent toxique, mais on n'a pas l'idée qu'ils sont présents dans le vivant. Donc on les rencontre énormément dans la pharmacopée égyptienne. Par exemple, le col du maquillage chez les Égyptiens servait à éviter les infections oculaires, et ce côté anti-infectieux venait de la présence d'une petite impureté de plomb dans ce dérivé qui était essentiellement de l'antimoine. Donc c'est la même chose pour les coques de bateaux, avec des peintures blanches à base de plomb qu'on rencontre aussi sur les murs des vieux appartements parisiens, et qui étaient utilisées donc pour limiter la croissance de micro-organismes sur les bateaux. Donc là essentiellement des activités de type toxique pour le vivant. Mais on rencontre d'autres éléments qui sont utilisés au contraire comme agents favorisant la bonne santé, comme par exemple le fer pour lutter contre l'anémie, le zinc pour favoriser la cicatrisation, et puis le cuivre comme agent anti-inflammatoire, même si c'est évoqué de la sorte dans la pharmacopée égyptienne. Alors, la première molécule qui va être développée comme agent de chimiothérapeutique, en chimiothérapie, que la chimiothérapie, c'est pas forcément lié au cancer, tout agent chimique qu'on va artificiel synthétiser pour servir de médicament, en fait, on peut le considérer comme un agent de chimiothérapie. Le tout premier qui est développé dans le cadre d'une interaction interdisciplinaire entre un chimiste et un biologiste, c'est le salvarsan, qui est une molécule à base d'arsenic et qui va être développée de manière systématique à partir en fait de colorants organiques à l'époque, qui sont des colorants de type azo. Et dans cette série azo, on va remplacer l'azote par les différents éléments dans le tableau périodique. Donc on va descendre dans le tableau périodique et arriver jusqu'à l'arsenic pour obtenir cette molécule. Donc salvarsan, c'est l'arsenic qui sauve, et donc c'est une molécule qui est toxique contre la bactérie responsable de la syphilis, et qui va être donc mise au point à la fin du 19e siècle, mais qui sera utilisée jusqu'en 1940. Alors, ce qui est remarquable, c'est qu'ensuite, il y a un blackout total sur l'utilisation des métaux en tant que médicaments, ou en tout cas d'agents de complexes métalliques en tant que médicaments. Et la chimie pharmaceutique va se développer essentiellement dans le domaine de la chimie organique. Alors, on peut discuter pourquoi, mais en tout cas, c'est purement descriptif, là, ce que je dis. Historiquement, on abandonne les métaux pour revenir à la fin des années 60, donc avec une découverte en 68-69 des propriétés antiprolifératives du cisplatine.
Et donc, il y a une véritable renaissance de la chimie inorganique médicinale à cette époque-là. Et maintenant, on a de nombreuses molécules à activité biologique, mais peu restent encore utilisées comme médicaments. Essentiellement des dérivés de platine, mais assez peu sont utilisés par les industries pharmaceutiques. Alors, c'est autre chose de se dire que les métaux sont présents de manière endogène dans le vivant. Moi, c'est plus cet aspect-là qui va m'intéresser. Et effectivement, il faut attendre donc Jules Rollin, qui est un élève de Pasteur, qui va démontrer à la fin du 19e siècle, milieu du 19e siècle, que le zinc est indispensable à la croissance d'une moisissure. Et puis, ce type de recherches vont se développer dans le domaine de l'agriculture, que ça soit pour l'élevage des animaux ou la croissance des végétaux. On va montrer qu'effectivement, il y a un certain nombre de substances inorganiques qui sont indispensables pour une bonne croissance. Donc, partant, on arrive à l'idée que on a des substances qui sont indispensables à la vie d'une manière générale. Alors, si on regarde donc la concentration relative de ces différents éléments dans l'eau de mer, qu'on peut considérer comme l'archétype du milieu extérieur, et dans le plasma, qu'on peut considérer comme l'archétype du milieu intérieur, on voit que donc pour la plupart des éléments, il y a une homothétie. Et puis, pour les cations métalliques, il y a une véritable accumulation dans le vivant. Donc, une des fonctions du vivant, c'est pas de rejeter les éléments inorganiques, mais ça va être de les accumuler. Et effectivement, on rencontre sur des systèmes cellulaires. Qu'est-ce que c'est qu'une cellule? C'est finalement une vésicule, une micelle qui va s'être refermée pour séparer un milieu extérieur d'un milieu intérieur. Il va falloir contrôler le flux des espèces entre ce milieu extérieur et ce milieu intérieur. Et on a à la surface des cellules, donc qui sont des membranes phospholipidiques, on va avoir des protéines ou des complexes qui sont des pompes à métaux qui vont aller identifier des métaux, reconnaître, donc il y a une phase de reconnaissance, reconnaître des cations métalliques ou des petites molécules inorganiques dans le milieu extérieur pour les faire pénétrer à l'intérieur selon des chemins extrêmement contrôlés à l'intérieur d'un système cellulaire. Donc le vivant, une de ses fonctions, c'est d'accumuler les métaux. Donc s'il fait ça, c'est bien que on a un intérêt à avoir des métaux dans le vivant. Alors pourquoi la nature prend-elle la peine d'aller accumuler des éléments métalliques? C'est bien qu'ils ont une fonction intéressante. Donc si on compare la chimie des métaux avec la chimie organique, il y a un certain nombre de différences. D'abord, on va avoir assez facilement des espèces chargées stables et surtout qui sont susceptibles d'échanger des électrons, mais des électrons un par un. Ça, c'est beaucoup plus difficile à faire en chimie organique, parce qu'en chimie organique, quand on va échanger des électrons un par un, on va générer des radicaux, et ces radicaux sont souvent difficiles à contrôler. La biologie utilise des radicaux organiques, mais de manière relativement parcimonieuse, et avec un contrôle difficile de ces espèces qui sont extrêmement réactives. En revanche, les cations métalliques, fer 2, fer 3, on peut en citer toute une série, on va facilement échanger un électron à la fois. Donc ça, c'est important, puisque en fait, en biologie, on a fréquemment des jeux avec des échanges d'électrons qu'il va falloir soit découpler, donc un système qui donne 2 électrons, il va falloir le découpler en 2 dons séquentiels d'un électron, ou inversement, il va falloir recoupler le don d'électrons. On a 4 électrons, par exemple, quand on veut réduire le dioxygène en eau, ça c'est un processus fondamental, eh bien il faut les donner en une seule fois, ces 4 électrons, ça c'est très important. Ils vont être apportés au système protéique de manière séquentielle, et il va falloir un centre polymétallique pour faire le couplage d'électrons. Et ça va être une propriété contrôlée par le potentiel redox et qui va vraiment, les jeux polyélectroniques, qui va être spécifique de systèmes métalliques. Alors il y a un autre aspect, c'est le paramagnétisme. Donc là, j'ai pas beaucoup m'étendre dessus, mais c'est quelque chose de vraiment fondamental. On constate quand on fait la littérature qu'il y a une forte intrication entre la littérature concernant les métalloprotéines ou les métallobiomolécules en général et la biochimie du dioxygène. Alors pour quelle raison? Eh bien parce que le dioxygène est une molécule paramagnétique, bien qu'extrêmement oxydant, c'est une molécule très peu réactive et typiquement, d'un point de vue thermodynamique, nous devrions, les lipides et les protéines de notre peau devraient brûler ou en tout cas être oxydés dans l'oxygène de l'air. Ça n'est pas le cas parce qu'il y a une barrière cinétique qui est liée au fait que le dioxygène est dans un état triplé de spin, tandis que les molécules organiques dont je viens de parler sont dans des états singuliers de spin. Pour créer une liaison entre le dioxygène paramagnétique, donc S égale 1, spin 1, avec 2 électrons non appariés, et une molécule organique spin égale 0, eh bien, il va falloir, pour passer de cette molécule spin égale 0, eh bien, il va falloir obligatoirement retourner un électron. Ça coûte énormément d'énergie. Donc là, il y a une barrière cinétique à passer. Donc on la passe simplement en craquant une allumette et en faisant brûler de l'éthanol, par exemple. Et puis ensuite, ça dégage beaucoup d'énergie. Donc on va avoir la réaction va être auto-entretenue. Mais si on veut contrôler ça à température ambiante, à pH 7 dans un milieu biologique, eh bien, il faut disposer d'espèces elles-mêmes paramagnétiques et stables, susceptibles d'interagir avec le dioxygène. Et justement, c'est le cas des petits complexes métalliques qui peuvent exister dans plusieurs états redox stables et certains de ces états redox sont paramagnétiques. Et effectivement, les protéines qui prennent en charge le dioxygène, soit pour l'activer,
soit pour limiter sa toxicité, sont des molécules aujourd'hui qui possèdent des métaux, donc typiquement du fer, du cuivre ou du manganèse principalement. Donc, ce lien avec l'activation du dioxygène est fondamental. Et même si on regarde un peu plus avant sur l'histoire de l'évolution, on constate que, donc vous savez, le dioxygène apparaît à un certain moment dans l'histoire de la vie. Les protéines précédentes qui existent dans les organismes primitifs vont utiliser, n'ont pas de protéines effectivement d'activation du dioxygène, ils vont utiliser des métaux différents. Pourquoi ? Eh bien parce que lorsque apparaît le dioxygène, les propriétés physico-chimiques du monde vivant vont changer. Et il y a un certain nombre de métaux qui n'étaient pas présents ou pas biodisponibles, comme le cuivre par exemple, qui à l'époque était présent à l'état cuivre 1. L'apparition du dioxygène va entraîner le passage au cuivre 2, qui cesse d'être précipité sous forme de sulfure dans les minerais. Il devient donc biodisponible en se solubilisant, et vont apparaître des protéines à cuivre qui vont être, pour l'essentiel, consacrées à l'activation ou à la protection contre les espèces dérivées du dioxygène. Donc ça, c'est important, ce lien avec la chimie du dioxygène. Un autre point, c'est que les métaux, donc la biologie, si on réfléchit, on regarde pas l'aspect système, mais on regarde vraiment ce qui se passe à l'échelle moléculaire. La biologie, finalement, ça n'est qu'une reconnaissance de forme. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une petite molécule qui interagit avec une protéine ? Eh bien, il y a une reconnaissance. Quand je dis forme, c'est une forme étendue. Il y a aussi la notion de charges qui sont distribuées dans l'espace. Mais ça, c'est important. La biologie, ça n'est finalement que ça, qu'une reconnaissance de forme quand on regarde à l'échelle moléculaire. Et finalement, on a des formes relativement... pour obtenir des formes complexes en chimie organique, il va falloir enchaîner plusieurs maillons carbonés, parce qu'avec le carbone, en gros, on a trois formes, le tétraèdre, la ligne, le plan et la ligne. Donc, il faut enchaîner plusieurs éléments pour obtenir des formes complexes. C'est ce qu'on a dans les métalloprotéines, par exemple, dans les protéines en général. Alors que sur le cœur métallique, eh bien, on a directement accessible, selon la nature du métal, selon son degré redox, différentes formes qui sont des formes beaucoup plus variées et avec des rayons ioniques particuliers qui fait qu'on a même des occupations d'espace qui peuvent être très, très diverses. Donc ça, c'est important, l'aspect reconnaissance de forme. Et les cations métalliques vont être utilisés dans les systèmes, dans les biomolécules pour contraindre les structures dans des formes particulières. Alors enfin, il y a un autre aspect, l'aspect force de liaison. Donc les liaisons métal-ligand, alors sont des liaisons relativement fortes d'un point de vue thermodynamique. Si on mesure la force de liaison ici, c'est selon le métal et selon la nature du ligand ici coordonné, on va avoir des échelles qui sont proches des liaisons carbone-carbone ou carbone-hydrogène. Mais en revanche, ce qui est important, c'est que la barrière énergétique pour couper cette liaison et passer à cet intermédiaire-là, elle est relativement faible. Donc d'un point de vue cinétique, c'est facile de rompre cette liaison pour introduire un substrat. Et donc on a une certaine labilité dans ces systèmes-là. En gros, la barrière énergétique, elle est de l'ordre de grandeur d'une liaison hydrogène, ou légèrement plus élevée. Et donc on va pouvoir facilement avoir des échanges de ligands coordonnés. Et ça, c'est important pour pouvoir faire de la dynamique et donc de la réactivité. Et donc c'est facile d'avoir des systèmes protéiques possédant un métal. Ce métal étant le site actif sur lequel on va avoir l'action de type réaction chimique. Alors tout ça, ça va être mis à profit dans les milieux biologiques pour contrôler l'énergie, sa production, son stockage, pour synthétiser, j'ai parlé de l'activation du dioxygène, les métalloprotéines vont être impliquées dans les phénomènes de biosynthèse et de métabolisme. Mais on peut aussi, en s'inspirant de ces systèmes-là, concevoir des molécules qui ont des activités médicales, soit pour soigner, soit pour aller faire de l'imagerie. Donc cette bioinspiration, elle est importante puisque une fois qu'on comprend bien les propriétés physico-chimiques au sein de ces systèmes-là, on va pouvoir essayer de les reproduire pour faire des systèmes avec une certaine application. Donc moi, je vais vous parler de deux exemples qu'on développe au laboratoire, donc dans le domaine de petites molécules à activité biologique. Donc nous, ce qui nous intéresse, une fois qu'on a compris comment fonctionne un système protéique, c'est essayer de reproduire sa fonction. Et donc on synthétise des petites molécules qu'on appelle mimes d'enzymes, qui, donc, en faisant un zoom sur le site actif, vont permettre de reproduire les éléments fondamentaux de l'activité pour essayer de reproduire cette activité. Donc ça, on peut les étudier. Donc là, on voit pas très bien, mais c'est simplement un tube ici dans lequel on a la réaction d'interaction, dans ce cas-là, avec une molécule qu'on appelle le superoxyde, un petit complexe avec une molécule qu'on appelle le superoxyde. Donc on peut faire ces études-là et être un pur chimiste inorganicien et regarder d'un point de vue spectroscopie, comment fonctionnent ces systèmes, essayer d'isoler des intermédiaires réactionnels. Nous, on a voulu aller plus loin, on s'est dit, donc ça c'est intéressant de faire des mimes et de montrer un peu quels étaient les paramètres fondamentaux de l'activité, mais est-ce qu'on peut, une fois qu'on a reproduit une activité biologique, est-ce qu'on peut inventer
mettre au point des systèmes cellulaires qui nous permettent de caractériser la réactivité dans le contexte réel où va, a priori, être utilisée cette molécule. Et donc, je vais vous montrer qu'on peut effectivement, sur un des systèmes qu'on a étudiés, essayer d'utiliser des cellules en tant que chimiste, vraiment comme un réacteur dans lequel on va essayer de mesurer des activités. Alors, comme l'activité d'une molécule, enfin un milieu cellulaire, c'est extrêmement compartimenté, je vais revenir sur cette idée-là, eh bien, c'est important de savoir où vont les molécules. Pour comprendre l'activité d'une molécule, en biologie, il faut savoir où elle se trouve. Et donc, on couple ces études à des études autour de la biodétection. On peut utiliser plusieurs méthodes pour détecter soit des substrats, soit des petites molécules. Et surtout, on peut essayer de coupler ces résultats à de l'imagerie. Et je vais vous montrer qu'on peut faire de l'imagerie avec des sondes très particulières qui sont des sondes de type métal carbonyle. Donc les deux choses dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est uniquement cette partie et cette partie-là. Alors, le premier aspect dont je vais vous parler, ce sont donc les travaux qu'on mène sur l'étude de mimes de superoxyde dismutase, donc des petites molécules qui reproduisent l'activité de cette protéine. Alors, qu'est-ce que c'est que cette protéine? Donc, son nom indique sa fonction. C'est une protéine dont la fonction est de dismuter le superoxyde. Donc, qu'est-ce que c'est que la dismutation du superoxyde? Donc, le superoxyde, c'est un petit anion radicalaire qui est métastable et qui spontanément, en présence de protons, donc on peut le stabiliser en milieu strictement anhydre, mais en présence de protons, il va réagir avec lui-même pour conduire à la forme oxydée qui est le dioxygène et à la forme réduite qui est H2O2. Donc c'est pour ça que c'est une dismutation, parce que cette molécule conduit à sa forme oxydée et à sa forme réduite. Donc ça se fait avec une cinétique qui est relativement rapide, mais qui est encore trop lente pour maintenir des concentrations faibles de cette molécule. Donc vous voyez que le superoxyde, qu'est-ce que c'est finalement? C'est du dioxygène qui a été réduit à un électron. Et on n'a plus la barrière cinétique qu'on a avec le dioxygène. Le superoxyde va être beaucoup plus réactif que le dioxygène et va pouvoir altérer les composants endogènes, surtout en réagissant avec des espèces radicalaires, mais aussi avec d'autres entités. Donc c'est important de maintenir sa concentration à un taux extrêmement bas, à une valeur très basse dans les systèmes biologiques. Donc pour ça, dans les milieux biologiques, il y a des protéines, et quel que soit l'organisme où on cherche ces protéines, les superoxydes dismutases, on va les trouver à quelques exceptions près. Mais à ce moment-là, on a d'autres conditions physico-chimiques qui font que l'activité, même si la protéine n'est pas présente, l'activité superoxyde dismutase est présente. Alors ces protéines, selon les organismes, elles sont soit à cuivre-zinc, alors le métal actif c'est le cuivre, c'est pour ça que j'ai mis le zinc entre parenthèses, soit à fer, soit à manganèse, soit à nickel. C'est essentiellement ce qu'on va retrouver comme protéines dans les milieux, dans les systèmes biologiques. Et là, on va avoir une cinétique qui est proche de la limite de diffusion, donc ce qui fait de ces protéines des protéines qui sont parmi les plus efficaces dans le monde vivant. Le mode de fonctionnement, en fait, dans le monde vivant ou dans le monde physico-chimique d'ailleurs, c'est la limite à laquelle on peut obtenir une réactivité ici. Et le mode de fonctionnement, donc qui est ici extrêmement simplifié, c'est ce qu'on appelle un mécanisme de ping-pong avec le métal. Donc c'est une catalyse redox avec le métal qui passe d'un degré redox à l'autre, avec ici donc cette espèce oxydée qui va aller oxyder le superoxyde en dioxygène. On obtient le métal sous forme réduite. Il va interagir avec le superoxyde en présence de protons pour réduire le superoxyde. Alors les superoxydes dismutases, elles sont présentes ici. Alors ce qui est remarquable et qui est intriguant pour un physico-chimiste ou pour un chimiste, c'est de se dire que on a une même fonction avec des métaux très différents, manganèse, fer, cuivre et nickel, et qui vont avoir des propriétés, on va dire, redox différentes. Donc typiquement, le couple qui intervient ici pour le manganèse, c'est manganèse 2, manganèse 3. Pour le fer, c'est fer 2, fer 3. Pour le cuivre, c'est cuivre 2, cuivre 1. Alors le nickel, c'est plus controversé. On va dire que c'est nickel 2, nickel 3. Et on va avoir des propriétés, des potentiels redox intrinsèques qui vont être extrêmement différents. Finalement, quel est le rôle de la protéine dans ces systèmes-là? C'est d'amener le potentiel redox de ces couples-là exactement à la même valeur. Et si on mesure le potentiel redox de ces métaux, de ces couples métalliques dans la protéine, eh bien, ils sont tous à peu près à une valeur, à la même valeur dans un mouchoir de poche, à quelques dizaines de millivolts de différence. Donc ça c'est un signe que ce qu'il nous faut reproduire nous pour avoir cette activité, c'est ce potentiel redox particulier. Alors c'est ce qu'on a fait. On a cherché à reproduire le potentiel redox et mimer ces protéines. En fait, pour nous, c'était intéressant puisque il y a un enjeu fondamental, comprendre ce qui fait cette réactivité particulièrement efficace, et d'autre part thérapeutique, puisque si on a des molécules efficaces pour lutter contre le superoxyde, on va pouvoir utiliser ces molécules dans des conditions d'éventuelles pathologies. Donc là, j'ai reproduit un peu la manière dont on travaille. On va vraiment observer la nature, essayer de comprendre quelle est la structure du site actif, et comme Magritte ici,
on essaye de reproduire cette structure. Alors, quelle est la caractéristique du site actif? On a un manganèse qui est dans un environnement bipyramide trigonal. Donc vous avez un triangle ici avec une direction apicale. Et au sommet de ce triangle, on a 2 histidines et un carboxylate. Et puis ici, une histidine plus lointaine, on a quelque chose qui est allongé le long de cette direction. Ça, c'est important aussi pour le contrôle du potentiel redox. Et puis on a une molécule d'eau qui est soit sous forme H2O, soit sous forme OH-. Et ça contribue aussi au contrôle du potentiel redox. Et donc toutes ces protéines ont un potentiel redox, je vous ai dit, dans un mouchoir de poche, autour de cette valeur donc de 0,3, on va dire 0,4 pour simplifier, volt par rapport à NHE. Et donc nous, on a synthétisé différentes molécules, on les a étudiées pour leurs propriétés de réactivité avec le superoxyde et pour leur potentiel redox. Et on arrive à retrouver qu'effectivement, c'est bien le potentiel optimal. On s'est arrêté à cette molécule-là, dans laquelle on a un manganèse qui est entouré par 5 ligands. Donc on est relativement loin de cette structure, mais on a réussi à reproduire quelque chose qui est proche du potentiel redox optimal et une activité qui est de l'ordre de 1% de celle de l'enzyme. Alors maintenant, c'est ce que je vous ai dit. On a cette molécule, donc je pourrais insister sur les études, on va dire, inorganiques qu'on peut faire autour de cette molécule, mais là j'ai préféré vous montrer que même en tant que chimiste, on peut aller vers d'autres horizons et en particulier vers la biologie et vers la physique pour l'imagerie. Et on a vraiment fait cette reconversion à partir on va dire, d'études qu'on réalise vraiment, où on conçoit les molécules et où on les synthétise. On a voulu aller les étudier directement dans des milieux cellulaires. Donc ça, c'est une diapositive qui a été utilisée par Émilie Mathieu, qui est une doctorante au laboratoire et qui l'avait utilisée pour, je ne sais pas si vous connaissez, quand on est en thèse, on peut passer un concours qui s'appelle Ma thèse en 180 secondes. Pendant 180 secondes, on doit raconter ce qu'on fait en thèse. Donc ça, c'était sa diapo de fond et je la trouvais très jolie, donc je l'ai reprise ici. Donc notre approche, c'est vraiment de continuer à faire de la chimie inorganique, mais on l'a fait en milieu cellulaire et biologique pour essayer de caractériser ces molécules. Alors on veut les caractériser, mais dans un contexte qui pourrait présenter un intérêt thérapeutique. On veut vraiment comprendre fondamentalement comment ça marche, mais l'objectif, dans un des horizons très lointains, ça serait pourquoi pas d'essayer d'en faire un médicament. Alors il se trouve que mon laboratoire est un peu particulier, puisque on est un laboratoire de chimistes, mais on a encore actuellement, ça n'a pas forcément continué, mais on a dans notre laboratoire une équipe de médecins, et ces médecins sont gastro-entérologues. Donc ça apporte énormément de choses à l'interdisciplinarité, et pour essayer donc de créer des liens et d'essayer d'utiliser les molécules, en tout cas de concevoir des molécules qui pourraient être utiles. Alors il se trouve que ces gastro-entérologues sont spécialistes de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et en particulier de la maladie de Crohn, qui est une pathologie très invalidante qui touche environ 1% de la population avec des crises et des rémissions tout au long de la vie, et pour l'instant on n'a pas de traitement. On sait comment juguler la maladie, faire en sorte qu'elle n'évolue pas trop, mais en revanche il n'y a pas de traitement, de cette maladie. Et ce qu'on sait aussi, c'est que les défenses anti-superoxyde, disons anti-stress oxydant en général, mais spécifiquement anti-superoxyde, sont affaiblies, et en situation de crise, on a moins de protéines efficaces pour aller dismuter le superoxyde. Donc on s'est posé la question, il y a donc un lien entre la présence de superoxyde dismutase, l'inflammation et puis la présence de superoxyde. Donc la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que cette molécule, dont on connaît l'activité in vitro, hors de tout contexte cellulaire, est-ce qu'elle est efficace pour réduire l'inflammation dans un modèle cellulaire qui avait été développé par les médecins au laboratoire. Donc ce modèle cellulaire, ce sont des cellules de l'épithélium intestinal qui ont été modifiées, génétiquement modifiées, pour être très sensibles à une molécule qui est produite par des bactéries, qui sont des lipopolysaccharides bactériens. Donc notre intestin, il est fait pour vivre avec des bactéries. Donc les cellules de notre intestin ont désappris, d'une certaine manière, à lutter contre les bactéries. Et ce qui se passe dans la maladie de Crohn, c'est que ce désapprentissage, en quelque sorte, a été perdu. Et il est perdu parce qu'on a cette protéine-là qui reconnaît le lipopolysaccharide bactérien et fait qu'il interagit très efficacement avec les cellules. Donc en présence de lipopolysaccharide bactérien, on sait qu'on va avoir donc de l'inflammation, qu'on peut mesurer par des marqueurs spécifiques, et ça passe, il y a une boîte noire, mais il y aurait une voie qui passerait par les espèces oxydantes. Donc comment on procède pour tester cette molécule? Bien, on va cultiver les cellules dans des boîtes de culture cellulaire. On va activer les cellules en présence de cet activateur, le lipopolysaccharide bactérien, et on introduit notre complexe. Puis au bout d'un certain temps, on va récupérer le surnageant, le contenu des cellules, on fait un certain nombre de manipulations pour aller mesurer, donc là pour l'interleukine 8, qui est un marqueur de l'inflammation, c'est essentiellement le surnageant qu'on utilise, mais on regarde d'autres marqueurs dans ces milieux cellulaires. Donc voici ce qu'on observe.
En absence de lipopolysaccharide bactérien, eh bien, il n'y a pas d'inflammation, les cellules se portent très bien, il n'y a pas d'IL-8 produit. En présence de lipopolysaccharide bactérien, on a une très forte augmentation de la quantité d'IL-8. Et c'est ça qui nous a intéressés, c'est pour ça qu'on a retenu ce modèle. C'est que là, on a une marge assez importante pour voir quelque chose qui pourrait rediminuer. Puisque le rôle de notre molécule, ce n'est pas d'être toxique, mais c'est de restaurer une vie normale de la cellule. Et effectivement, quand on met cette molécule, donc MN1, quand on introduit MN1 en incubation dans ces cellules, eh bien, on voit qu'on a une production d'IL-8 qui est beaucoup plus faible. On ne retourne pas au niveau basal, mais c'est beaucoup plus faible. Et quand on introduit simplement le sel de manganèse, ça ne suffit pas, on n'a pas cet effet. C'est donc bien que la molécule en elle-même a un rôle. Alors la question c'est est-ce que c'est vraiment elle qui a un rôle à l'intérieur de la cellule? Ça c'est une autre question. Mais en tout cas, le sel de manganèse tout seul ne suffit pas. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, la biologie c'est compartimenté, on le voit à l'échelle macroscopique chez l'homme, mais c'est aussi le cas dans une cellule où vous avez de nombreux compartiments. Vous avez le noyau, autour du noyau vous avez un certain nombre de compartiments, le Golgi, le réticulum endoplasmique, tout ça va être séparé par des membranes, vous avez des mitochondries, puis un certain nombre d'autres unités. Donc c'est un peu comme dans votre sac à main, selon l'endroit, ou votre sac à dos, selon l'endroit où vous allez mettre vos clés par exemple, ou une carte de parking, eh bien on va pas avoir la même fonction en fonction de l'endroit où vont se trouver ces éléments. Donc l'activité d'une molécule, elle est étroitement liée, ou la fonction d'une molécule plutôt est étroitement liée à l'endroit où cette molécule se trouve à l'intérieur d'une cellule. Donc nous la question qu'on s'est posée dans ce contexte-là, c'est quelle est l'activité? Donc je vous l'ai montré, on a une activité ici anti-inflammatoire, mais combien de molécules a-t-on? Puisqu'évidemment, selon le nombre de molécules qui vont être présentes à l'intérieur de la cellule, on aura une activité qui pourrait être modulée. Quelle est la nature de la molécule à l'intérieur de la cellule? Est-ce que c'est bien elle qui est active? Et où se trouve-t-elle? Alors qui, c'est la question la plus compliquée. Et je vais vous montrer donc comment on peut répondre à un certain nombre de questions de ce type. Donc la première question qui était la plus simple, c'était la quantité. Combien pénètre de cette molécule dans la cellule? Donc il y a différentes techniques pour doser les métaux. Et en particulier, nous, on a utilisé une technique qui est la résonance paramagnétique électronique, qui permet de détecter spécifiquement le manganèse. Le manganèse à l'état 2, il a un spin 5,5, très aisément détectable. Et on voit, donc 6 lignes, peu importe, c'est parce qu'il y a aussi un moment de spin nucléaire. Donc peu importe, en tout cas, c'est une signature tout à fait spécifique qu'on est capable d'identifier. Donc à la fois dans le LISA cellulaire, alors il y a d'autres métaux, mais on choisit des conditions pour voir particulièrement bien le manganèse. Donc en bleu, vous avez le manganèse endogène. En noir, c'est la molécule MN1 ici, et donc vous constatez qu'elle est moins concentrée que MnCl2. Lorsqu'on a incubé les cellules avec MnCl2, il y a beaucoup d'MnCl2 qui rentrent, mais vous vous souvenez, MnCl2 n'est pas actif. Donc c'est vraiment la molécule MN1 qui est efficace. Donc maintenant, on peut quantifier ça autrement que sur ce simple schéma de spectre RPE. On prend l'intensité des raies et on va avoir une information de quantité. Donc ça, c'est le manganèse endogène à l'intérieur de la cellule. On a des superoxydes dismutase à manganèse de manière endogène dans nos cellules. Et puis là, on voit donc il faut un certain temps pour que le manganèse s'accumule. Et MnCl2 rentre bien mieux que Mn1 lorsqu'on prend au même temps. Et là, on a une échelle qualitative pour la pénétration de ces espèces-là. Donc là, c'est combien? On a une idée de la quantité de manganèse à l'intérieur de la cellule. Donc là, je vous le présente sur un exemple, mais évidemment, on peut faire ça sur plusieurs types de molécules ensuite qu'on aura modulées pour comparer les concentrations relatives. Ensuite, on va se poser la question de savoir où se trouve cette molécule. Et pour ça, on va faire de l'imagerie subcellulaire. Donc ça se fait aussi à Soleil, dont vous avez vu une photo tout à l'heure. Donc c'est un peu ce qui a été expliqué. Soleil, c'est un anneau où vous avez des électrons en rotation, et on va extraire à certains points particuliers de la lumière qui va être à une certaine fréquence ou une certaine énergie. Donc nous, là, on se place à des énergies qui sont dans le domaine de la fluorescence X, et on envoie le rayon donc qui est perpendiculaire à l'écran ici, et on va scanner, c'est-à-dire balayer, c'est une imagerie à balayage. On va balayer la surface de cellules, alors elles sont mortes, elles ont été incubées en présence de composés, puis ensuite tuées, et on a fait ce qu'on appelle une cryofixation. Vous avez peut-être entendu parler donc du prix Nobel où on fait du cryotherme. Donc l'idée, c'est un peu ça, c'est vous congelez très rapidement une cellule. Et nous ensuite, une fois qu'elle est congelée, vous avez de l'eau amorphe à l'intérieur de la cellule. Donc dans le cryotherme, c'est ça qui va être étudié. Nous, on lyophilise l'eau et on obtient un échantillon déshydraté. Pourquoi on fait ça? C'est parce que les molécules qu'on est en train d'étudier, celle-ci par exemple, c'est une molécule soluble, et donc si on tue une cellule et qu'on la déshydrate simplement en faisant sortir de l'eau liquide, eh bien on va entraîner les molécules solubles avec. Alors que là, si on fait de la lyophilisation, c'est-à-dire qu'on passe de l'état de l'eau solide à de l'eau vapeur, eh bien les espèces solubles vont être maintenues à l'endroit où elles étaient présentes au moment de la congélation.
Donc là, j'ai comparé, je vous ai dit, on envoie le faisceau sur ces cellules mortes. L'échelle ici, c'est 2 microns. Donc le faisceau, donc ce qui est intéressant, c'est que cette technique de fluorescence X, depuis une quinzaine d'années, elle est disponible en version résolue dans l'espace et avec des faisceaux de plus en plus résolus. Donc pour ça, il faut aller. C'est pour avoir cette bonne résolution qu'on est obligé d'aller sur des synchrotrons. Et typiquement maintenant, donc ça n'a pas été fait à Soleil. Ceci dit, ces images-là, elles ont été faites à Chicago à l'APS. À l'époque, à Soleil, ils n'avaient pas la ligne disponible. Et on utilise, en fait, là, ils ont un faisceau donc qui est de 200 nanomètres de rayon, enfin c'est un carré de 200 nanomètres sur 200 nanomètres. Et à Soleil, c'est plutôt 300 sur 300. Donc ça veut dire que on peut travailler à une échelle subcellulaire et avoir une distribution intéressante. Là, on a reproduit, je vous ai indiqué, donc on a simultanément les images de tous les éléments lourds qui sont en dessous d'une certaine, qui répondent en dessous d'une certaine énergie. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend un électron de cœur, on l'envoie à l'infini. Par cette excitation dans le domaine des X, et ensuite ça a créé un trou. Donc il y a un électron de la périphérie qui va redescendre qui va boucher ce trou pour ramener au fondamental. On est dans une forme ionisée qui va émettre en fait une fluorescence au moment où on a ce retour à l'état fondamental, et c'est ça qu'on mesure. Donc là on va voir le potassium, et le potassium est en gros uniformément réparti à l'intérieur de la cellule. Donc pourquoi est-ce qu'on a un différentiel ici? C'est parce que la cellule, elle est bombée, et donc là où c'est rouge, c'est le sommet de la cellule, et là où c'est, on va dire, bleu ou violet, c'est la vallée de la cellule. Donc il faut se représenter une image en 3 dimensions, bien que ça ne soit qu'une projection, mais on n'a pas encore de tomographie à cette échelle-là, on peut pas vous faire la représentation tridimensionnelle, c'est juste des projections qui sont accessibles. Et on voit donc pour cette espèce manganèse, eh bien on a une distribution qui, de la même manière, est répartie de manière relativement uniforme à l'intérieur de la cellule, avec peut-être un léger déficit à l'intérieur du noyau, puisque la zone ici, on le voit par d'autres éléments, cette zone rouge correspond au noyau. En tout cas, c'est distribué partout et il n'y a pas une localisation particulière quelque part, ce qui nous laisse un espoir, puisque maintenant on est en train de modifier cette molécule en introduisant ici des fonctions qui vont permettre d'adresser cette molécule dans une organelle bien particulière, puisqu'on pense que ce qu'il faut, c'est contrôler le stress oxydant au niveau de la mitochondrie, donc ces petites organelles où est générée l'énergie, et on pense que c'est là qu'il faut contrôler le flux de superoxyde, parce que c'est là qu'il va avoir un effet délétère. Donc là, on est en train de s'amuser à mettre des groupements ici qui vont amener la molécule spécifiquement à la mitochondrie pour essayer d'améliorer l'activité, ou en tout cas pouvoir diminuer les concentrations d'incubation, parce que 100 micromolaires, ça reste quand même des concentrations assez élevées. Là, c'était juste pour vous montrer qu'on retrouvait la même échelle qualitative que précédemment, avec du manganèse endogène, moins concentré que Mn1, lui-même moins concentré que MnCl2. Alors maintenant, un autre point, c'est, donc là, on sait combien il y en a, on sait où il est, en tout cas le manganèse, mais est-ce que c'est bien la bonne molécule? Quand la molécule rentre à l'intérieur de la cellule, elle peut très bien s'échanger. Je vous ai dit qu'il y a des liaisons relativement labiles. Donc là, on était un peu inquiet parce qu'on pensait qu'il y aurait un échange et que ça allait être difficile de caractériser la molécule. Et en fait, on a été surpris quand on a fait les expériences. On a extrait les lysas cellulaires et on a fait une mesure en fait par masse. Alors peu importe, je ne vais pas expliquer la technique, mais on est capable dans un système complexe de mesurer une signature spectrale, une signature en masse, qu'on appelle MSMS, caractéristique du complexe de manganèse. Ça, c'est le complexe, c'est sa signature pure. Et dans le système cellulaire, on retrouve les mêmes éléments. Alors pour l'instant, on ne l'a pas encore dosé, donc je ne peux pas vous dire que 100% ou que 50% ou que 1% de la molécule est présente. C'est des choses qu'on est en train de développer maintenant. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il est présent de manière intacte dans les cellules. Donc ça, c'est important. Donc il faut encore qu'on quantifie maintenant cette molécule. Alors on est allé plus loin, puisqu'on a une interaction avec des gens qui travaillent sur des souris et qui ont des modèles de colite animale. Donc on va induire chimiquement une colite chez des petites souris et regarder, on leur donne en gavage rien du MnCl2 et notre molécule, et on regarde si elles se recover, si elles se soignent, qu'elles retrouvent une santé normale plus rapidement ou non. Et c'est effectivement le cas avec MN1, on s'aperçoit que elles vont retrouver, donc elles ont une chute de poids et elles vont retrouver un poids normal plus rapidement que si on leur propose du MnCl2. Et là, vous voyez pas très bien, mais dans le groupe MnCl2, il y a eu 2 morts. Dans le groupe rien, il y a eu 2 morts. Véhicule, c'est juste le solvant. Il y a eu 2 morts, alors que dans notre groupe MN1, il n'y a pas une de souris qui sont décédées au cours de cet essai-là. Et on voit donc qu'elles se rétablissent plus vite que les deux autres séries. Donc ça, c'est intéressant parce que ça montre que
même dans un système extrêmement complexe comme l'estomac puis l'intestin, on arrive à utiliser cette molécule et avoir des effets biologiques positifs. Donc on est en train maintenant d'améliorer le test pour améliorer la méthode de délivrance de cette molécule. Donc ça, c'était pour la première partie, pour vous montrer que bien que, même en tant que chimiste, on peut aller s'intéresser à des systèmes biologiques et essayer de caractériser les molécules dans ces systèmes complexes. Et l'imagerie, vous voyez, c'est vraiment une question très importante. Essayer de savoir où sont les objets, c'est fondamental pour comprendre leur fonction. Donc on a commencé à s'intéresser à des problématiques autour de l'imagerie. Et on a eu envie donc de développer des molécules et qui nous permettaient de faire de l'imagerie multimodale. Et on s'est posé un défi. Il n'y avait pas vraiment de raison initiale. C'était à l'issue d'une rencontre à la cantine, en fait, pour être honnête. J'expliquais à une étudiante le sujet de thèse. Elle venait d'arriver en thèse et j'étais à la cantine à Orsay. Je lui ai expliqué son sujet de thèse, qu'on allait faire de l'imagerie, qu'on envisageait de faire de l'imagerie de fluorescence X. Et à côté de moi, il y avait un physicien qui développait un microscope infrarouge. Il m'a dit nous on fait de l'imagerie infrarouge, venez nous voir. Donc on s'est dit oui, on va aller voir ce qu'ils font. Et ils avaient une machine vraiment extraordinaire pour faire de l'imagerie infrarouge qui couple un AFM à un laser infrarouge. Et donc on a eu envie en fait de développer des molécules. Les nôtres, on les a pas vues au début, donc on s'est dit mais quand même c'est très intéressant cette machine. Donc on va essayer de développer des molécules qui pourraient être imagés dans cette machine. Et c'est devenu un sujet à part entière. Alors eux, de leur côté, ils imageaient des objets, mais uniquement des objets endogènes. Là, ce qui était intéressant, c'était de voir des objets exogènes. Alors, quand on veut faire aujourd'hui de l'imagerie multimodale, regarder à plusieurs longueurs d'onde une même molécule, avec plusieurs modalités, on va dire, en général, on va conjuguer deux modalités, et on termine avec un énorme objet. Nous, quand même, à terme, notre but, ça va être d'imager la petite molécule que je vous ai présentée. Donc, si je greffe sur la petite molécule que je vous ai présentée un objet qui est peut-être 10 fois plus gros que la molécule elle-même, je vais totalement modifier les propriétés physico-chimiques de cette molécule. Ça n'a pas un grand intérêt. Donc, en fait, on s'est dit, il nous faut vraiment un cœur moléculaire petit et unique qui est porteur de plusieurs modalités simultanément. Ça sera intéressant. Et pour faire de l'infrarouge, ce qui était idéal, c'était d'avoir des métaux carbonyles, parce que les métaux carbonyles ont un signal extrêmement intense dans une zone qui est une zone de transparence pour les milieux biologiques. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on peut développer ces molécules pour facilement conjuguer ces objets sur des objets variés, et qu'en plus, si on choisit correctement la nature du ligand ici, on a des effets qu'on appelle de transfert de charge, qui donnent lieu à des états excités qui sont émissifs en fluorescence classique. Et le dernier point, c'est que comme on a un métal, on peut aussi faire de l'imagerie de fluorescence X. Donc on a 3 modalités dans un seul et même objet. Et si l'objet se détruit, on va perdre simultanément la modalité infrarouge et la modalité de fluorescence. Donc ça, c'était intéressant. Alors là, je vais vous montrer des résultats. Alors pas les résultats qu'on a obtenus avec la machine AFM hier, mais des résultats qui ont été obtenus au synchrotron soleil sur la ligne Smith, qui est une ligne de lumière infrarouge. Tout à l'heure, je vous ai montré des résultats sur une ligne de lumière X. Donc c'est le même genre de ligne de lumière, mais c'est pas les mêmes énergies qui ont été sélectionnées en sortie de ligne. Donc là, on a une cellule qui est une cellule de cancer du sein, donc elle qui a été fixée chimiquement, pas cryofixée comme les précédentes que je vous ai présentées. On a juste mis en gros des aldéhydes sur cette cellule pour faire en sorte que on ait du cross-linking entre toutes les protéines à l'intérieur de cette cellule. Et là, on a simplement l'image optique qu'on appelle bright field donc l'image en contraste, en gros, de cette cellule. Et on est capable, donc de la même manière qu'on envoyait le faisceau X tout à l'heure, on est capable d'envoyer un faisceau infrarouge et de scanner. C'est du scanning, on scanne, donc c'est lent, on peut pas faire de la dynamique ici. On est capable donc de scanner la cellule. Donc tout à l'heure comme maintenant, je vous présente des images qui n'ont pas été lissées. C'est-à-dire que le carré que je vous présente ici, c'est la vraie résolution, comme tout à l'heure le carré était aussi la vraie résolution. Donc ça, c'est important pour que vous constatiez que pour des raisons comme on a ici une détection optique, on est limité par la diffraction et donc en infrarouge, on va avoir une résolution qui est de l'ordre, on peut pas descendre au-dessous de, nous on est autour de 5 microns comme énergie, 2000 cm-1 c'est 5 microns, donc on peut pas descendre au-dessous de 2,5 microns de résolution et c'est la taille du carré ici. Et donc on s'aperçoit, ça c'est une zone qui est riche en amide, typiquement c'est le noyau, une zone, le noyau est ici à l'intérieur de la cellule. Ça, ce sont les 2 bandes caractéristiques de notre molécule. En fait, là, c'est cette molécule qui a été imagée. Et elle possède 2 bandes, comme je vous l'ai dit, vers 2000 cm-1. Et nous, ce qu'on regarde, c'est vraiment la bande en absorption. D'accord ? Là, il n'y a pas d'émission. On a sélectionné cette bande-ci ici.
Et je vous avais dit donc que c'était des bandes très intenses. Là, si vous regardez bien, vous avez une molécule une fonction qui est la fonction azoture, qu'on utilise pour d'autres choses. Et en fait, elle donne une toute petite bande ici extrêmement large, qu'on n'arriverait pas bien à voir. Donc, on a vraiment besoin de ces métaux carbonyles pour aller identifier les bandes infrarouges à l'intérieur de la cellule. Donc ça, c'est la bande A1 qui est ici. Et puis, on a aussi cette bande-là qui est un peu plus large, composite. Donc, elle est moins pratique en particulier pour faire de la quantification. Mais on voit que les deux imageries que je me place, que j'intègre cette bande-là ou que j'intègre cette bande-là, on arrive à imager la même zone. Et donc, on a bien la molécule qui est à cet endroit-là. Et sa fluorescence est exactement dans la même zone. Donc ça, c'était la preuve de concept où vraiment, cette molécule présente dans un système cellulaire, on est capable de l'imager par plusieurs techniques, donc infrarouge et fluorescence classique. Donc là, vous avez les propriétés de fluorescence donc de la molécule pure, et ça, c'est de la molécule à l'intérieur de la cellule. Donc, on a scanné pour essayer d'identifier les propriétés à l'intérieur de la cellule. Et ça, c'est les cellules contrôle où vous voyez qu'on n'a pas de signal. Même chose pour l'infrarouge, où on a ici donc l'infrarouge de la molécule pure en bleu. Ça, c'est l'infrarouge, une population de cellules qu'on a déposée en fait sur un support, tout simplement, et qu'on a mesuré. Et ça, c'est l'infrarouge mesuré en un point donné de la cellule. Donc, je pense que c'était dans ce carré-là. Et donc, on voit qu'on identifie très clairement la signature. Donc, on peut faire de la microspectroscopie, c'est-à-dire une spectroscopie très locale, et identifier, vérifier que le cœur est bien intact à l'intérieur le cœur métal carbonyle est bien intact à l'intérieur de cette cellule. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut imager? Au laboratoire, il y a des gens qui s'intéressent à des peptides qu'on appelle des cell penetrating peptides. Ce sont des peptides qui ont la propriété de pénétrer efficacement à l'intérieur des cellules et d'aller dans des organelles spécifiques. Donc en particulier, il y a un peptide qui s'appelle, donc c'est une arginine, ça, et donc qui possède 9 arginines. C'est un peptide qui est très lipophile et fortement chargé positivement, qui va bien rentrer dans les cellules et s'accumuler vraisemblablement dans des organelles qui ont qui ont une grande densité de membranes. Et on a greffé dessus donc ici un dérivé qu'on appelle, donc nous on les appelle les SCOMPI, donc c'est un rhénium triscarbonyle avec un ligand particulier ici. Donc vous avez la partie CO qui nous donne la partie vibrationnelle qui est active en infrarouge, aussi en Raman. D'ailleurs, on a parlé de Raman tout à l'heure avec Lucas. Elles sont aussi actives en Raman, ces bandes. On va avoir l'interaction entre le rhénium et ce ligand-là qui va donner lieu à une bande de transfert de charge luminescent. Donc c'est vraiment l'association du rhénium avec le ligand ici qui a des orbitales pi étoiles qui sont basses en énergie qui va nous générer la fluorescence. Donc on va pouvoir faire de l'imagerie vibrationnelle et de luminescence. Et surtout, on a des propriétés de perméation qui sont obtenues grâce à cette partie R9. Alors, comme c'est assez difficile de faire de l'imagerie subcellulaire, on est passé au tissu pour essayer de voir est-ce que ce cell penetrating peptides rentre bien, par exemple, dans de la peau. Et on a fait ça en interaction avec une équipe à l'Université Paris-Sud, qui sont des gens qui travaillent dans le domaine de la cosmétique. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ils prennent, parce que cette partie-là, ce n'est pas nous qui la faisons, mais c'est donc l'équipe d'Arlette Baillet et Cécile Logel. Donc, ils prennent une biopsie de peau. Il y a un petit réservoir qui se monte au-dessus, c'est ce qu'on appelle une cellule de France, que vous voyez ici. Donc, la peau est située là. Et là, on va introduire la molécule dissoute dans des conditions spécifiques pour que ça pénètre bien. Et puis ensuite, on va faire des coupes de peau, des cryosections, pour essayer de savoir à quelle profondeur est-ce que la molécule est rentrée et à quelle profondeur on l'a observée. Alors juste pour ça, je vous montre une structure de peau. La peau est structurée avec à la surface une zone qui correspond à des cellules mortes qui n'ont pas été marquées ici par un colorant qui est le DAPI. Le DAPI marque uniquement les cellules vivantes en interagissant avec le noyau. Donc là, vous avez les cellules mortes qu'on appelle le stratum corneum. Ici, la zone qu'on appelle l'épiderme viable, qui a une certaine structuration aussi. Et puis ensuite, vous avez la zone correspondant au derme, où il y a assez peu, il y en a quelques-unes, vous en voyez ici, mais il y a assez peu de cellules vivantes, c'est essentiellement un tissu lipidique. Alors, si on veut faire un agent cosmétique, c'est intéressant de ne pas aller jusqu'au derme, parce que le derme, c'est la partie vascularisée. Quand une molécule va jusqu'au derme, elle passe dans la circulation sanguine et ça devient un médicament. En revanche, un agent qui resterait dans cette partie-là jusqu'à la partie violette ici, c'est un agent cosmétique qui ne passe pas dans la circulation sanguine. Donc c'est ça qui a intéressé nos collègues qui font de la cosmétologie. Et donc on a pris la molécule et on l'a donc mise sur la peau et ensuite on a fait de l'imagerie après 6 heures d'exposition. Donc après 6 heures d'exposition, donc on constate d'abord que l'imagerie de fluorescence et l'imagerie infrarouge concordent. À nouveau, on arrive à faire cette double imagerie. Et au bout de 6 heures, on voit qu'on a un marquage de la surface de la cellule uniquement dans le stratum corneum et que c'est hétérogène. On n'en a pas partout. Après 24 heures, en revanche, après 24 heures d'exposition, on voit donc toujours
correspondance entre l'imagerie de fluorescence et l'imagerie infrarouge, et on a cette fois une pénétration de la molécule dans tout l'épiderme, mais on n'a pas de pénétration à l'intérieur du derme. Donc ça, c'est intéressant d'avoir une molécule de ce type-là. Alors vous allez me dire, mais finalement, à quoi ça sert d'avoir puisque ça correspond l'imagerie de fluorescence et l'imagerie infrarouge, ça n'a pas un grand intérêt d'avoir les deux imageries. Alors en fait, si, parce que donc l'imagerie de fluorescence, elle est beaucoup plus facile à réaliser, mais on a tendance à penser, quand on voit une image fortement brillante, on pense qu'il y a beaucoup de molécules. En fait, ça c'est une erreur. Pourquoi? Parce que la brillance de la molécule dépend de son rendement quantique dans un environnement donné. Il se peut qu'une molécule, dans un environnement aqueux, soit très peu émissive, et donc émettre très peu de lumière, alors que la même quantité, dans un environnement lipidique par exemple, alors qu'il y en a vraiment la même quantité, émettra beaucoup plus de lumière. Donc avoir une forte luminescence n'est pas nécessairement associé à une grande quantité. Et ça, spontanément, on voit une image brillante, on pense qu'il y a beaucoup de molécules. Et ça, c'est pas toujours le cas. Et nous, au laboratoire, on a eu des situations où justement des peptides tels que ceux que je vous présente étaient accumulés dans une membrane cellulaire. Ils étaient tellement accumulés qu'ils étaient en interaction les uns avec les autres. Ils faisaient ce qu'on appelle du p-stacking. Et il y avait, du fait de cette interaction, une extinction de fluorescence. Donc là, il y avait une image noire, mais qui traduisait la présence d'énormément de molécules. Donc c'est une vraie question pour passer d'une image de fluorescence à une quantité. Et l'intérêt de l'infrarouge, c'est justement que on a vérifié le signal ici infrarouge en énergie ou en longueur d'onde ici va dépendre de l'environnement. On peut avoir un déplacement des bandes, mais en revanche l'intensité en particulier de cette bande A1 qui n'est pas composite, je vous rappelle, je vous avais montré que la bande E elle est composite, de cette bande A1 qui n'est pas composite, qui est une bande très fine. L'intensité dépend très peu de l'environnement. C'est-à-dire qu'on va faire le spectre infrarouge dans différents milieux, dans de l'eau, dans de l'acétonitrile, dans du DMSO, voilà, peu importe. Et on constate qu'il y a une variation d'à peu près 10% de la hauteur de la bande. Donc la bande infrarouge, cette bande-là, si on relaie on fait un ABAC en fait, et on utilise l'intensité ou l'intégrale de cette bande pour avoir une mesure de concentration, eh bien on peut avoir vraiment un contrôle du fait qu'il y a bien beaucoup d'espèces ici, et c'est le cas sur cette partie infrarouge. Et effectivement, on a pu montrer que après 6 heures, on était plutôt localisé dans le stratum corneum, alors qu'après 24 heures, on avait une localisation plus homogène entre l'épiderme et le stratum corneum. Mais là, c'était vraiment utile d'avoir ce contrôle pour ces raisons liées à la variation de rendement quantique en fonction de l'environnement. Alors il y a un autre aspect aussi qui est intéressant en infrarouge, c'est le fait que les milieux biologiques ont une signature infrarouge endogène. Et donc on va pouvoir, dans certains cas, utiliser la signature infrarouge endogène pour faire des caractérisations de l'environnement. Donc typiquement, là vous avez, on peut par exemple donc dans l'épiderme viable, on va avoir essentiellement en fait une zone qui va être avec quelque chose qui va être riche en protéines, tandis que du côté de cet épiderme-là, vous allez avoir plutôt une zone qui va être riche en lipides, et c'est ce qu'on voit ici. On est capable sur cette structure-là de séparer l'épiderme vial du stratum corneum, ce qu'on faisait ici à l'aide de ce marquage, mais qui est inutile. On va pouvoir réaliser cette mesure, enfin en tout cas cette caractérisation, sans aucune sonde, et ça c'est intéressant parce que ça peut éviter de perturber le milieu. Alors maintenant, est-ce qu'on peut avoir une dernière modalité, celle dont je vous ai parlé, qui est celle qui utilise ici le métal? Donc oui, effectivement, on peut imager directement le métal comme on a imagé le manganèse. Donc là, on a pris cette molécule-là en collaboration avec un chercheur qui travaille à l'ENSCP, qui s'appelle Gilles Gasser, qui développe des analogues organométalliques de molécules qui sont déjà connues comme médicaments. Donc cette molécule-là, c'est le praziquantel, qui est utilisé comme agent antiparasitaire dans une maladie qu'on appelle la schistosomyiasis. Vous savez, c'est cette maladie qui donne des gros ventres aux petits-enfants, particulièrement en Inde. Donc c'est un ver parasite qui se développe dans l'intestin. Et donc on peut développer cette molécule organique fonctionne, mais elle possède des défauts. Et donc l'idée, c'est d'essayer de voir si avec des analogues organométalliques, on pourrait avoir d'autres activités. Donc nous, ce qui nous a intéressé, c'est juste qu'il avait cette molécule-là et qu'on pouvait s'amuser à essayer d'imager directement à l'intérieur du verre la partie infrarouge et la partie métal. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Donc voici le verre. Donc nous, on l'a coupé après congélation pour obtenir donc des coupes de verre, et on a donc ici l'image qu'on appelle bright field. Donc c'est toujours réalisé à soleil sur 2 lignes
qui sont la ligne Smith, qui est la ligne infrarouge, et la ligne Lucia, qui est la ligne de fluorescence X. Et donc, on est capable de mesurer à la fois, donc en orange ici, vous avez les zones où il y a énormément de chrome. Et puis, on est capable aussi de mesurer la signature infrarouge. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'on a beaucoup de chrome dans la partie externe du verre, qu'on appelle le tégument, et on a beaucoup aussi de signaux CO dans cette partie externe. C'est ce qu'on voit ici. Et si on mesure le spectre, c'est-à-dire qu'on fait vraiment la microspectroscopie, eh bien, on constate qu'on a bien les deux bandes attendues qui correspondent à la signature intrinsèque de cette molécule-là, ce qui nous montre que très probablement, elle reste intègre à l'intérieur du verre. Donc, j'espère que je vous ai convaincu sur cette partie-là. Donc, on est capable de développer ces petites molécules, de les détecter et de les quantifier par infrarouge, mais aussi par d'autres techniques, donc la fluorescence classique, mais aussi la fluorescence X. On est capable de faire de l'imagerie de fluorescence en cellules fixées. Alors ça, je ne vous l'ai pas montré, mais on est en train aussi d'essayer de faire ça sur cellules vivantes. Et maintenant, on développe ces molécules pour faire des sondes qui seraient greffables sur plusieurs types de molécules. Et puis, on essaye de marquer aussi des nanosystèmes. Alors, juste pour terminer, je voudrais essayer de reprendre un peu cette idée sur ce qu'est la chimie inorganique, cellulaire et biologique. Et je vous rappelle que les questions qu'on s'est posées au début, c'est quelle activité, combien on a de ces molécules, quelle est leur nature, donc en gros, quantité, spéciation et localisation. Combien, qui et où, c'est vraiment les questions qu'on se pose. Donc en gros, moi je suis partie d'une formation de chimiste représentée par ce petit ballon, et petit à petit, j'ai effectué un chemin pour arriver jusqu'à de l'imagerie cellulaire et des mesures d'activité dans un système cellulaire. Donc la première chose qu'on cherche à faire, c'est à caractériser l'activité biologique dans ces systèmes cellulaires. Mais il va falloir aussi mener des analyses chimiques au niveau cellulaire. Donc j'ai commencé à vous montrer ce qu'on fait en masse, mais il y a beaucoup de choses à faire autour de cette caractérisation, puisque les milieux biologiques sont un milieu extrêmement complexe, avec énormément de molécules pouvant agir comme ligands, donc pouvant extraire les métaux des molécules d'intérêt. Donc c'est important d'avoir une analyse au niveau cellulaire. Il faut quantifier, donc connaître la nature, mais aussi la quantité. Faire de la spectroscopie à l'échelle de la cellule pour vraiment caractériser ces entités-là. Déterminer des spéciations, c'est-à-dire la nature de ces objets, mais aussi leur stabilité. Et puis donc faire cette imagerie à l'échelle subcellulaire et biologique, donc qui utilise les méthodes spectroscopiques qu'on peut utiliser précédemment. Et puis on peut faire des expériences à l'échelle de la cellule, mais aussi du tissu, voire de l'animal. Donc pour l'instant, on ne fait pas d'imagerie à l'échelle de l'animal, mais on peut aller au-delà de ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Donc voilà les personnes qui ont participé à ce travail. Donc ici c'est l'équipe qui est à l'ENS. Philippe Sexy qui est le médecin dont je vous ai parlé, qui travaille avec Joël Maslia, qui elle est pharmacien donc dans à l'hôpital Saint-Antoine, donc dans le service de gastro-entérologie. Les microbiologistes avec qui on travaille et qui ont les modèles de souris sur lesquels on va étudier les activités anti-inflammatoires, les chercheurs de l'équipe et ici les étudiants qui ont participé à ce projet. Donc Émilie Mathieu, Anne-Sophie Bernard et Elodie Quévrin sont sur la partie mime de superoxyde dismutase et Sylvain Clette, c'est lui qui a réalisé toutes les expériences que je vous ai présentées d'imagerie sur les sondes multimodales. Donc Gilles Gazer et Jennifer Kaiser sont les deux chercheurs avec qui on travaille sur l'imagerie des organométalliques dans les verres. Et là, vous avez Paul Dumas et Christophe Sante de Soleil, et puis Barilé, avec qui on a travaillé à Argonne. J'ai pas marqué en fait la ligne, j'ai oublié d'indiquer les chercheurs de la ligne Lucia à Soleil, et puis Arlette Baillet et Cécile Logel avec qui on fait les mesures sur la peau. Je remercie évidemment les financeurs, vous pour votre attention. Et là, vous voyez donc les étudiants à l'œuvre. Donc, bien qu'on soit chimiste, on peut travailler dans un environnement plus de biologie. Là, vous voyez que c'est des préparations de culture cellulaire. Et ça, c'est plus de la physique. C'était sur la ligne 2ID à Argonne. On a fait les imageries du manganèse. Donc, je vous remercie pour votre attention. Mais avant de finir, comme on m'a dit qu'il y avait dans la salle des élèves de prépa et bien sûr des professeurs de classe prépa, je voudrais juste vous faire un bref aperçu de ce qu'on propose à l'ENS, parce que en plus du concours que vous connaissez tous, CPGE, qui donne lieu à un choix libre du département à l'issue de l'entrée, même si vous rentrez avec en physique, vous pouvez décider de faire de l'histoire, ça c'est possible, c'est rare, mais ça arrive. Mais nous avons aussi un concours qui depuis 3-4 ans est un concours et n'est plus un examen, donc ça j'insiste, il y a peu de place. Nous avons un concours qui est le concours d'e-étudiants. Et là, on candidate dans un département donné et on peut venir soit de CPGE, soit de l'université.
Donc ça c'est important parce qu'il faut savoir qu'on peut rentrer aussi à l'école dans ce cadre-là. Donc on est normalien, mais on n'est pas fonctionnaire stagiaire, d'accord? Mais on a le statut de normalien, on a accès à tous les cours et nous avons aussi un concours international qui concerne pas forcément des étrangers, mais les étudiants qui sont issus d'une université étrangère. Alors, ce qu'on fait selon les départements, mais là, je vais parler pour le département de chimie et pour le département de physique, on valide un L3 et un M1 en partenariat avec Paris 6. On a un M2 au choix. Et puis, on obtient en même temps que ce diplôme-là, le diplôme de l'ENS. Et on a la possibilité, et c'est ça qui nous paraît important, d'obtenir une majeure, qui est le département principal duquel dépend l'étudiant, mais aussi une ou plusieurs mineures. Donc ça, c'est important parce que ça vous permet d'avoir une multitude de construire votre CV pour éventuellement travailler à des interfaces. Et donc, vous avez de nombreuses ouvertures multidisciplinaires. Donc, par exemple, la pièce de théâtre dont Romain a parlé tout à l'heure, c'est une pièce de théâtre que nous avons écrite avec les élèves du département de chimie pour la nuit Sciences et Lettres, qui est une nuit en fait ouverte où on fait des présentations diverses et variées sur un thème donné. Donc d'ailleurs, il y aura une nuit Sciences et Lettres l'année prochaine, le 8 juin, et le thème en sera les origines. Donc si ça vous intéresse, c'est ouvert à toute personne. Alors récemment, ça c'est aussi assez peu connu, depuis l'année dernière, on a ouvert un cursus mixte chimie-physique. On peut en L3, mais uniquement en L3, valider à la fois un cursus de chimie et un cursus de physique. Et on vient d'ouvrir un double diplôme avec le SPCI. Et là, j'ai mis les photos des enseignants du département. Et cette fois, c'est vraiment fini. Je vous remercie pour votre attention.